Merci de nous retrouver après ce documentaire sur cette expérience sur Kibbutz dans un petit village de Corrèze avec donc mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Sonia Tebessi. Vous êtes présidente et cofondatrice de l'association Le Patio. Vous nous en direz un mot tout à l'heure. Également sur ce plateau, Gilles Guéréchi. Vous êtes assistant maître d'ouvrage de la société La Boîte à Choux et vous travaillez donc à la conception, entre autres, de ces habitats partagés. Également sur ce plateau, Géraud Chabria. Votre témoignage est intéressant puisque vous êtes un habitant de cet habitat, de ces habitats partagés. C'est celui de la Ruche à Bègles. Et puis enfin, Alexandre Crambe, vous êtes l'architecte qui a conçu cet habitat de la Ruche à Bègles. Vous êtes le co-gérant de l'agence Dauphin. Merci à tous les quatre. Alors évidemment, on a l'impression que c'est une tendance qui s'accroît, ces habitats au fond participatif, mais c'est pas nouveau. Là, je m'adresse à vous, l'architecte Alexandre Crambe, Le Corbusier, déjà, Pessac avait imaginé, déjà, enfin, même avant lui. Donc c'est pas nouveau, c'est pas un concept nouveau. Non, c'est pas un concept nouveau. Il y a effectivement, même si on prend un petit peu de recul sur l'Europe, je veux dire, en Allemagne, il y a énormément de projets d'habitat participatif. En France, il y a eu pas mal avec l'époque des castors. Et effectivement, ça revient un peu au goût du jour de vouloir un peu vivre autrement et que l'habitant surtout soit au cœur du projet qu'on réalise et participe activement finalement à la création de son logement. Ouais. Alors on verra au fond, parce que vous faisiez référence à l'Allemagne, il y a des pays qui sont un peu plus en avance sur ces concepts-là. Sans doute des raisons, à la fois structurelles et politiques. Mais alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous demander, alors à vous, Sonia Tebessi, vous êtes, je le répète, donc la cofondatrice de cette association Le Patio. Alors, qu'est où et c'est quoi Le Patio ? Alors, Le Patio, c'est une association qui a créé il y a 5 ans un espace de coworking, donc un espace de travail partagé. Et 2 ans après, a eu l'opportunité de lancer une offre de co-living. D'accord, oui, c'est ça. Donc ça a commencé par du coworking. C'est-à-dire que l'idée au départ, c'est de mettre en commun un espace pour travailler. Tout à fait. Partager les ressources tous ensemble, donc dans un esprit collaboratif, dans le monde du travail. Et 2 ans après, nous avons eu l'opportunité d'ouvrir ce que je dirais une coloc pour les pros, puisqu'aujourd'hui, on accueille des professionnels en transition sur Bordeaux qui partagent un appartement, donc vivent ensemble dans cet appartement. Alors, quand on crée des espaces comme ça, je m'adresse là donc aux techniciens, si j'ose dire, à vous, M. Guéréchi, vous êtes maître d'ouvrage. Quand on conçoit, on crée des espaces qui doivent être aussi des espaces partagés, donc c'est un concept particulier. Comment ça se passait d'abord? Alors on verra avec vous, parce que les habitants sont associés, il faut le dire, au projet. C'est ce qui se passe aussi pour vous? Pas tout à fait, dans la mesure où c'est une démarche privée et avec vraiment une notion de co-living. On s'est aperçu que, moi, le travail que nous avons eu à faire, c'était de rechercher l'habitat qui pouvait correspondre le mieux à la réalisation de lieux dans lesquels on ne recenserait pas plus de 14 personnes. En moyenne, c'est le nombre de personnes que nous avons par habitation. Il s'avère que dans Bordeaux, on trouve de grosses vieilles demeures bourgeoises, mais qui ne sont pas vraiment adaptées à être segmentées pour pouvoir être utilisées en tant que système de co-living. Mais de notre côté, on s'aperçoit que le centre-ville de Bordeaux, ces grosses maisons attirent de moins en moins. Et donc, beaucoup de bureaux ou de professions libérales s'y installent et perd son essence même de l'habitat. Et donc, au travers de cette offre-là, on se permet, si on arrive en effet à transformer cet habitat, et c'est notre travail, à en faire un lieu dans lequel on pourra en effet avoir des parties dites espaces partagés, et avec un bien-être sur aussi des parties privatives dans lesquelles on va essayer de mettre en œuvre. Alors, on va revenir justement sur cette, au fond, tendance dans les centres-villes, y compris à Bordeaux, où on sait que l'habitat est assez contraint et il faut trouver des solutions, y compris d'abord financières. Mais justement, pour en parler un peu de cette expérience, vous, Géraud Chabria, vous êtes donc un habitant de cet habitat participatif, La Ruche, à Bègles. Alors, ça fait 3 ans que... 3 ans et demi, oui. 3 ans et demi que le projet est ficelé. Il a été livré en juillet 2016. Alors, vous avez fait ce choix, pourquoi, vous, Géraud?
Je dirais que c'est multifactoriel, mais ça a résulté à la fois d'une envie, je dirais, presque politique, hein, de pouvoir vivre comme ça avec un lien social un petit peu plus fort que ce qu'on pourrait trouver par ailleurs. Là, il y avait aussi un petit plus, si je puis dire, c'est qu'il y avait un habitat qui était en plus écologique, c'est ce qui a amené aussi des gens, en tout cas, à s'intéresser à ce projet-là. Et moi, personnellement, pour le dire très rapidement, j'avais envie quelque part, de retrouver aussi un peu l'atmosphère de village que j'ai connue à la campagne dans mon enfance. Et la ruche, La convivialité. la convivialité, une proximité mais mesurée, mais quand même proximité quand même. Et on retrouve un petit peu cette ambiance-là. C'est un village urbain. Voilà, on verra comment d'ailleurs on y vit. Vous parlez de proximité, vous nous raconterez un peu votre vie dans cet espace. Mais justement, Alexandre Kramp, vous avez été le concepteur, l'architecte de ce lieu. Alors vous travaillez avec les futurs habitants dans le concept du projet. Effectivement, le projet a été livré en 2016, il y a 3 ans et demi, mais l'aventure a commencé 3 ans et demi avant, où effectivement on a commencé la conception via des réunions qu'on faisait tous les 15 jours avec les habitants. Alors ça part de qui? C'est vous qui proposez ou c'est les habitants qui... Non, en fait, il y a eu un assistant à la maîtrise d'ouvrage sur cette opération qui s'appelle Cerise à Toulouse, qui a effectivement mis en place un cadre de travail via des réunions collectives rythmées avec des thématiques qu'il fallait développer à chaque réunion. Et donc nous, on s'insérait sur le volet architectural avec les habitants et effectivement on débattait de la possibilité de construire sur cette parcelle, quels étaient les éléments forts qu'il fallait développer, les espaces partagés, quelle a été l'utilité à chaque fois de ces espaces-là, et également commencer à réfléchir aussi à la matérialité, les matériaux qu'on utilisait, sachant qu'on avait une vraie démarche environnementale sur ce projet, avec l'utilisation de matériaux tels que la paille. Et par-dessus ces entretiens collectifs, on avait des entretiens individuels avec chacun à l'agence, où on se concentrait plus spécifiquement sur la cellule de vie, donc le logement. Parce que l'habitat participatif, c'est un peu cet équilibre entre vivre ensemble et en même temps être chez soi. C'est-à-dire que les gens veulent un logement, ce qui est une évidence, comme on le dit sur Bordeaux, où il y a une forte demande. Mais il y a vraiment ce côté vivre ensemble, partager des espaces et accepter et aider son voisin. C'est pas non plus une habitation bobo, loin de là. Mais c'est vraiment mettre en place des espaces justes, que ce soit individuel ou collectif. Ouais, c'est un équilibre. Alors justement, Sonia Tebessi, vous parliez de votre espace co-working, qui est devenu ensuite un espace de co-living. Alors, Géraud disait, moi j'avais une démarche qui était à la fois écologique, peut-être solidaire, de mixité sociale, peut-être aussi. C'est aussi ça, le sens du patio? Le sens du patio, c'est le partage, c'est la bienveillance, c'est la convivialité. Donc on a démarré avec une offre professionnelle, donc partager des bureaux au départ. Et 2 ans après, on a profité d'une possibilité d'acquérir un appartement de 120 mètres carrés dans lequel on a proposé donc une colocation pour les professionnels. Effectivement, on peut parler d'environnement puisqu'ils travaillent au rez-de-chaussée dans l'espace de coworking et ils vivent 2 étages au-dessus. Donc ils partagent un logement avec des espaces privatifs puisqu'ils occupent chacun leur chambre, mais partagent toute la surface de l'appartement, cuisinent ensemble, regardent la télé ensemble, mais ils ont leur chambre qui, elle, est privative. Et vous-même, Sonia Tebessi, qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler sur ces concepts-là? Vous aviez une fibre sociale, solidaire, écologique? J'aime les gens. Je pense que c'est quand on aime les gens et quand on est... c'est un concours de circonstances. Comment je suis arrivée au coworking? Je cherchais des locaux pour y installer ma boîte. J'ai une société d'informatique au Bouscat. Et très, très vite, je me suis dit que je ne voulais pas être dans un bureau toute seule. Je voulais partager un lieu. J'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Un ancien bâtiment administratif dans la ville du Bouscat s'est libéré. En même temps, les politiques de la ville axaient sur le développement économique. Donc, je suis arrivée au bon moment. Ils ont financé les travaux et j'ai démarré toute seule. Très vite, on a été 3, 4. À l'ouverture, on a été 10.
Aujourd'hui, nous sommes 80 à travailler dans cet espace. Donc, 5 ans après, le choix a été gagnant. On a commencé par travailler ensemble. Aujourd'hui, on a une offre de service qui permet à toute personne de vivre ensemble. Alors, dans la limite de 4 personnes pour le co-living, puisque je dispose d'un appartement de 120 mètres carrés, mais qu'avec 4 chambres. D'accord. Voilà. Avec un règlement intérieur, c'est vous Avec qui un règlement fixez le règlement intérieur. intérieur, c'est ça. Monsieur Guéréchi, vous faisiez allusion tout à l'heure au centre-ville, Bordeaux par exemple, ou les grandes villes dont on sait que la contrainte de l'habitat en est une aujourd'hui, trouver des habitats. Et on voit bien qu'il y a une tendance aujourd'hui à partager des habitats qu'on ne pourrait pas obtenir tout seul, c'est-à-dire mettre en partage, parce qu'il y a un côté aussi économique et financier. Le co-living, c'est aussi ça. C'est ça. Ça permet aussi d'avoir un produit un peu peut-être haut de gamme, qu'on ne pourrait peut-être pas avoir sans ce principe-là. Exactement, et surtout quand on veut le mettre en place dans des endroits où on a c'est des endroits un petit peu prestigieux dans la ville, dans lesquels l'accès individuel est limité à une certaine classe de population. Donc là, en effet, mais nous, la proposition, elle est globale, c'est-à-dire nous, on a fait la proposition co-living, co-working. Donc, mais ça reste... Et on peut différencier les deux, on peut avoir, on peut les associer ou les différencier. Ce que je veux dire, c'est que dans sa conception même, c'était une conception globale, co-living et co-working. Et vous avez beaucoup de lieux comme ça sur la... Alors il y en a un qui est donc en plein centre, rue d'Espagné, donc vraiment à côté du parc Lescure, dans des endroits où il y a quand même une belle architecture. Et d'ailleurs, on a essayé de créer quelque chose qui s'intègre bien au niveau esthétique. Et ensuite... Et donc sur celui-là, par exemple, c'est quoi ? Vous accueillez des gens en coworking et co-living. C'est une population de jeunes entrepreneurs. Alors, il y a des étudiants. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ouverture s'est faite en début d'année scolaire. Donc, automatiquement, ça fait un appel d'air. Un appel d'air. Et non, parce qu'il y a une grosse problématique pour les étudiants pour arriver à se loger correctement et à des prix corrects aussi sur Bordeaux-Centre. Et après, en effet, des jeunes travailleurs ou des gens de passage. Mais là, pour l'instant, sur celle de Bordeaux-Centre, c'est plutôt une majorité. Alors, c'est de la colocation qui se transforme en co-living ou en quelque sorte. Alors non, c'est du co-living, c'est pas de la colocation dans la mesure où il y a un propriétaire et ensuite qui met à disposition les biens. Mais c'est pas... chaque personne est à son bail, qui est un bail c'est un bail locatif très simple qui lui permet de ne pas avoir toutes les contraintes financières d'une location classique. Et ensuite, il a accès à toutes les parties communes, partagées, c'est-à-dire l'espace de travail, mais aussi l'espace de détente, que ce soit, il y a un jardin partagé, il y a baby-foot, il y a un billard, il y a du Wi-Fi partout, etc. Donc, c'est une solution globale, mais qui est assez minimaliste, parce que c'est 14 personnes maximum dans celle-là. On verra pour les autres, mais ce sera le maximum de toute façon. Et il s'avère que pour être en plein centre-ville, déjà pour avoir 14 logements, enfin 14 chambres d'une surface assez correcte, il faut à la base avoir une surface globale assez importante. Ouais. Alors, Alexandre Kramp, l'architecte que vous êtes, on voit bien que ça correspond à des nouveaux modes de vie, au fond, ça, et des pratiques à la fois de travail, de vie en collectivité. Vous, dans votre agence, vous investiguez ce secteur-là plus que vous ne l'auriez fait ? La ruche était la première opération, on va dire, expérimentale à plein de domaines, indépendamment de l'agence. Et c'est vrai que maintenant, on axe beaucoup plus notre travail et on démarche pas mal soit de bailleurs sociaux, soit de promoteurs pour aller sur cette voie qui nous semble, à notre avis, une troisième voie possible du logement qui permettrait de ramener au sein même de villes, enfin de centres-bourgs, une certaine pérennité, une certaine... que les gens restent vraiment à leur endroit, développent et tissent des liens sociaux à l'échelle du quartier. Et que c'est peut-être une alternative aussi à toutes ces grandes opérations de logement qui ne servent qu'à la défiscalisation, où finalement on retrouve du vide et moins de liens sociaux. Donc c'est vraiment une démarche qu'on souhaite développer, qu'on développe. On en a 3 autres en cours sur le même principe, quoi. D'accord, on va en parler, vous en avez d'autres projets. Géraud Chabria, alors au fond, vous le vivez au quotidien, ce logement en partage. Qu'est-ce qu'on partage au fond ? Quels sont les espaces que vous partagez, vous, à la rue ? On partage, essentiellement, on a une grande salle mutualisée, qu'on appelle salle mutualisée, de 70 mètres carrés à peu près, dans laquelle on peut faire aussi bien cuisiner, faire des repas en commun, que faire des réunions.
Et c'est essentiellement les enfants qui l'ont investi de plein pied, qui ont même mutualisé leurs jouets à l'intérieur d'une grande armoire rouge, et eux, ils y passent beaucoup de temps. Et par ailleurs, nous, après, on peut aussi faire des événements festifs. On ouvre aussi cette salle sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on invite, en tout cas, on fait faire des ateliers. Alors, ça peut être qu'il y a des cours de ukulélé, il y a des gens de l'extérieur qui viennent aussi à la ruche. Voilà, bénéficier de ce. Oui, là on a presque au-delà du concept co-living, c'est presque un patronage, une association qui. Voilà, c'est une de nos manières de faire vivre cet endroit-là. Ouais. Après, on partage également un jardin. Un jardin collectif qu'on essaie de faire comme ça, de faire vivre à plusieurs. On a une buanderie. C'est-à-dire que juste pour vous arrêter sur les espaces que vous mettez en partage, vous êtes combien dans la ruche, combien de familles? Alors il y a 11 foyers. 11 foyers, on est, je dirais, à peu près 35 personnes. D'accord. Et tout le monde, là, c'est à la discrétion des uns et des autres. Par exemple, le jardin, on peut y aller ou pas y aller, ou concerter pour les plantations. Il n'y a pas d'obligation, c'est aussi un peu en fonction du bon vouloir des personnes, sauf il y a quand même quelques contraintes. Quand c'est un tour d'arrosage, par exemple, on essaie l'été notamment, il faut quand même que les gens soient là pour s'occuper du jardin. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont plus orientés vers le jardin, d'autres qui préfèrent faire du bricolage. Donc après, à nous de faire, d'essayer que tout le monde puisse s'investir de la même manière dans le collectif. D'accord. Mais avec chacun ses propres goûts, si je puis dire. Alors sur ici, là, on a dépassé le cadre du co-living, qui est le cadre chez vous. Hein. Là, on est dans une autre expérience, un peu plus poussée. Hein. Expérience de vie et familiale, puisque c'est des familles qui se sont installées. J'ai entendu parler d'enfants, donc oui. Là, c'est... Je dirais que ça prend tout son sens, l'habitat participatif, quand on voit vivre les enfants à l'intérieur, parce que le fait que les gens se connaissent bien et qu'on a confiance les uns dans les autres. Vous diriez que c'est une famille ou chacun quand même reste indépendant? Non, c'est pas une famille. C'est pas. Je dirais pas que c'est une famille. Après, il y a des liens qui sont forts, c'est sûr, qui ont été créés. Mais je dirais pas que c'est une famille. Par contre, on est très proches et il est facile de faire garder son enfant ou son chat d'ailleurs, ça dépend. Mais donc voilà, moi je dirais que tout ça résulte vraiment du processus de création même de l'habitat. Le fait qu'il y ait 3 ans comme ça de construction avant, ce qui fait que le jour même de l'emménagement dans les lieux, on se connaît tous déjà par cœur. D'accord, puis 3 ans, on verra, il y a peut-être retour d'expérience, je vous redonnerai la parole pour que vous me disiez après 3 ans, vous en êtes. Mais justement, Sonia Tebessi, vous, votre clientèle, vos colocataires, si on peut dire comme ça, ce ne sont pas des familles, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qui vient? Ces gens de passage Alors, moi j'ai limité volontairement au monde professionnel avec une durée maximum de 12 mois, puisque ça doit rester un tremplin et pas une solution pérenne. On n'est pas dans le même concept du tout. On n'est pas du tout dans le même concept, puisque voilà, c'est toute personne qui est en transition géographique. Donc j'installe souvent mes futurs colocs, comme je les appelle, qui arrivent le samedi ou le dimanche et qui commencent le lundi matin dans une grosse structure à Bordeaux. Donc, ils ne connaissent pas Bordeaux, ils arrivent vraiment par le monde du travail. Moi, c'est que des professionnels, j'ai très peu eu d'étudiants. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir des étudiants, mais sur de très très courtes périodes. Sinon, c'est vraiment des transitions professionnelles ou des salariés en télétravail. Donc, les entreprises sont à Paris, Lyon, et dont ils ont un concept à lancer à Bordeaux. Donc, ils viennent dans l'offre de services que je peux proposer, donc une solution travail et une solution dodo, si je peux appeler ça comme ça. Et cette offre de services, comment vous la faites connaître? Vous avez un site internet? Alors, oui, on a un site internet, les réseaux sociaux, et puis après il y a le bouche à oreille, nos partenaires qui en parlent, les coworkers en parlent beaucoup à travers leur réseau, donc je ne fais pas de publicité sur France 3. Vous êtes complet, c'est ça? C'est complet jusqu'au mois d'avril 2020. Là. Donc aujourd'hui, j'ai une liste d'attente. Voilà comment je peux... Ça a marché
tout de suite. C'est tout de 12 suite. mois, hein, d'accord. Et on verra peut-être un peu l'aspect financier, parce que c'est important d'en parler. Bien sûr. Donc on voit bien là, je m'adresse à l'architecte, c'est 2 concepts d'habitat partagé qui sont avec des philosophies tout à fait différentes, hein, au fond. Oui, mais il y a quand même pas mal de similitudes sur ce principe d'avoir des espaces partagés, de cette vie en communauté. Je pense qu'il y a effectivement, on est un peu dans effectivement, là, on est plus sur l'aspect travail, mais voilà, c'est toujours cette volonté de vivre ensemble, d'avoir quand même son confort privé, si on peut dire, mais voilà, de mettre à disposition des outils qui sont pour le coup collaboratifs, partagés, réduire peut-être finalement les surfaces et l'étalement urbain qu'on pourrait générer avec ce genre de projet. Donc ça, moi je trouve que ça va dans la même démarche, quoi. Monsieur Guéréchi, donc cette démarche, au fond, qui est une démarche communautaire, alors elle s'applique évidemment dans les grandes villes, les centres-villes, on pourrait peut-être l'imaginer aussi dans les zones périurbaines ou même peut-être rurales, où on a au fond une difficulté à trouver de l'habitat, parfois pour des raisons multiples. C'est un projet qui peut être transféré dans une zone plus difficile. Non, aujourd'hui, nous, on se limite à Bordeaux, la métropole bordelaise, parce que c'est là où il y a le besoin le plus important. Après, j'avoue que je ne sais pas si en campagne, ce système pourrait fonctionner. Je ne sais pas. Enfin, nous, on travaille sur une opération, alors ça c'est campagne, c'est l'Aréole, mais effectivement, c'est quand même un peu plus gros, mais c'est voilà, tout le sud Gironde, il y a cette problématique du désert du monde rural. Et c'est une façon de vaincre l'isolement aussi. Vaincre l'isolement, comment réinjecter aussi des gens dans le centre-ville, pérenniser effectivement ces gens qui restent au centre-ville, avec toute la dynamique des commerces qu'il y a autour, et faire repartir sur une dynamique avec effectivement des espaces partagés. Ce que disait Géraud, c'est cette volonté d'irradier aussi à l'échelle du quartier via ces salles mutualisées, de les ouvrir au maximum au niveau du quartier via des associations ou autres, pour que la dynamique qui a été entreprise sur la création de ce projet puisse donner des idées un petit peu à tout le monde autour, quoi. Donc il y a quand même alors peut-être à toute petite échelle rurale, il faudrait se poser, mais je pense que c'est possible aussi. Je pense qu'il y a moins de difficultés pour du logement en zone rurale qu'en zone périurbaine, donc c'est peut-être pour ça que c'est moins... Oui. Il y a peut-être un peu moins de demande. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des secteurs d'activité. Non, mais je dis ça parce que si on fait référence aux résidences seniors, c'est aussi une façon de mettre ensemble une population, une classe d'âge. Bon, donc là, on n'est pas dans le même... C'est une classe d'âge. Donc on répond à un besoin, mais ça pourrait être... On pourrait sectoriser et trouver à la fois des concepts qui s'appliquent à chaque fois pour des prototypes, entre guillemets, de population, non? Je sais pas, je pose la question à l'architecte. Oui, peut-être. La ruche, c'était une volonté de départ politique de par la mairie de Bègles et aussi du collectif d'avoir vraiment même transgénérationnelle entre les jeunes et les vieux. Voilà, là, il y a une vraie mixité sociale, il y a une vraie mixité générationnelle. Un peu plus de 70 ans à peu près, la population. Je pense qu'on est sur 3 domaines un petit peu différents, en fait. Puisque là, c'est l'habitat participatif. Vous, votre ADN, au départ, c'était le coworking, donc le travail. Et nous, on est plutôt dans une solution minimaliste et globale. Et donc, on va avoir d'autres impératifs. Mais c'est vrai que de toute façon, le co-living, en quelque part, c'est à chaque fois un thème général qui va être développé. Il y a des co-living sur lesquels c'est basé sur le sport, il y a des salles de sport, dedans il y a que des gens qui font du sport. Donc en effet, alors nous c'est vrai qu'on est plus tourné vers l'étudiant parce que il y a un besoin global de se loger et de travailler. Vous, au départ, c'était plutôt le coworking qui a amené comme vous dites, la partie un peu... Tout à fait, c'est un concours de circonstances. Ouais. Au tout début, je n'avais pas cette idée. J'ai récupéré un appartement à qui j'ai redonné du sens, en fait, tout simplement. Mais alors justement, vous parlez de redonner du sens, et c'est là où je reviens vers cette question, parce qu'au fond, de sens, on peut en donner de différentes manières. Je regardais, par exemple, on voit aujourd'hui même des déclarations spontanées des gens qui proposent des espaces qui réunissent autour d'une passion, la montagne par exemple, ou l'écologie. Dans le Tarn, j'ai vu, il y a un projet d'éco-hameau. Donc est-ce qu'on peut envisager au fond que ce concept-là devienne une sorte de catalogue dans lesquels on peut proposer au fond de partager des passions autour d'un habitat, si on pousse plus loin la réflexion. Monsieur Chambriat.
Ah oui, je pense que c'est tout à fait envisageable. Après, c'est vrai que nous, on est au-delà de la passion, puis c'est carrément une habitation pérenne à long terme. Voilà. Mais effectivement, je pense que le besoin de collectif, il est un petit peu partout là dans la société, parce qu'il y a peut-être eu une dérive vers l'individualisme à une époque, et maintenant les gens en reviennent un petit peu et essaient de se raccrocher d'une manière ou d'une autre au lien social, quoi, essaient d'en recréer en tout cas. Et alors, l'habitat participatif est une manière, mais après ça peut être autour d'autres, comme vous dites, je dis ça parce que j'ai regardé sur les sites, justement, on voit ce genre de démarche sur des sites internet, des gens qui font une proposition à partir d'une idée. Monsieur Guérichi, vous parliez vous avez un site qui est déjà donc opérationnel, et vous avez 2 autres sites en construction. C'est le même sur le même registre? C'est le même thème, mais par contre, c'est vrai que c'est pas la même configuration, puisque sur Talence, c'est une vieille basque hollandaise qui était en ruine et qu'on a restaurée, et qui donc offre les mêmes services que la précédente, mais dans un autre milieu. Donc là, comme il y a un peu plus de jardin, il y a le boulodrome, il y a des choses qui sont tournées vers l'extérieur. Mais sinon, le principe reste le même, toujours pareil, des espaces partagés. Mais c'est vrai que on va peut-être, nous, mettre en avant plus l'efficacité globale, c'est-à-dire que dormir et travailler. Et aussi travailler, pas forcément sur le lieu. Quand c'est des étudiants, c'est pour réviser, et eux, ils vont en fac la journée. Donc, je pense qu'il y a des petites subtilités. Donc, on va en effet mettre en place un principe qui sera peut-être un peu différent. Mais nous, c'est vrai qu'on axe sur une ergonomie la plus performante pour que le travail et le côté co-living soit le mieux, quoi. Alexandre Camp, est-ce que c'est moins cher, justement, ce type d'habitat? La ruche, c'est aussi un coût financier. Est-ce que le fait qu'on mette en partage des équipements, ça rend l'habitat moins cher? Au global, non, je pense pas, parce que si vous voulez, un petit peu moins cher, si. Après, vous dire exactement, non, je pourrais pas. Oui, c'est un petit peu moins cher. C'est pas un argument, ça, je veux dire. Non, c'est pas forcément un argument. Non, c'est pas un argument, mais c'est surtout finalement dans ce genre d'opération, on réfléchit à la surface dont ont besoin les gens. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des espaces partagés. On essaie de définir ensemble les surfaces à peu près cohérentes sur le nombre de foyers. Et après, quand on travaille un petit peu plus sur la cellule, on ne parle plus de T2, de T3, je veux 3-4 chambres. C'est combien de surface je veux véritablement pour vivre chez moi, mon espace privé. Donc on adapte souvent, on se retrouve avec, on l'a vu avec certains, au départ des grandes surfaces souhaitées au niveau des logements, et au fur et à mesure des réunions, des échanges, mais on réduit cet espace. Donc on optimise les coûts quelque part, et ces mètres carrés en moins, on essaie de les réinjecter dans le collectif. D'accord. Géraud Chabria, vous êtes donc propriétaire, pardon. Alors maintenant propriétaire. On est dans de l'accession sociale à la propriété, ce qui veut dire qu'on se doit d'être locataire pendant une certaine durée avant de pouvoir lever notre option. C'est-à-dire combien de temps locataire pour pouvoir... moins d'1 an. Donc à partir d'1 an, vous pouvez accéder à la propriété, ce qui est votre cas. Donc ça fait 2-3 ans que vous êtes à la fois locataire et maintenant... Exactement, d'abord locataire et maintenant propriétaire. Voilà. Après moi, pour revenir au prix, justement dans le fait que cette opération, la ruche, se soit faite pour une bonne partie, la majorité des habitants en accession sociale à la propriété, effectivement c'était quand même un peu moins cher que le prix du marché à Bègles en tout cas. Alors, est-ce que je peux vous demander, au bout de 3 ans, retour d'expérience, alors bon, c'est formidable, mais il y a quand même une vie en commun, est-ce qu'il y a des échecs, des déceptions, des choses qui... Oui, alors il y a... Forcément, on est devant un projet qui, quand même, qui génère pas mal d'idéalisme, et bien sûr, on avait tous notre vision, je pense, fantasmée de comment ça allait se passer après l'entrée dans les lieux, puisque comme il y a eu 3 ans de préparation avant, on a eu le temps de bien réfléchir de penser à ça. Mais aujourd'hui, je pense que globalement, ça se passe très bien et on vit tous bien, mais il y a quand même, on s'est aperçu qu'il y avait un collectif à animer après l'entrée dans les lieux, et ça ne va pas sans tension, comme dans tout collectif. Ouais. Et donc ça, il faut quand même apprendre on est encore en train de tâtonner là sur les modes de décision.
faut savoir ce qu'on est, par exemple, on est notre Alors, c'est propre quand vous dites syndic. on tâtonne, il y a des réunions, vous avez des assemblées générales Alors, on a bien sûr une assemblée générale qui est obligatoire, hein, parce on fait nous-mêmes notre propre syndic, par exemple, donc on a cette obligation-là. Mais par ailleurs, on fait des réunions toutes les 3 semaines à peu près pour régler les problèmes, prendre des décisions. Est-ce qu'on va faire venir quelqu'un dans la salle commune? Est-ce qu'il y a quelque chose à réparer? Voilà, des travaux à faire. Vous êtes responsable globalement des locaux, c'est-à-dire que là, au prorata, c'est réparti selon les propriétaires. Alors il y a deux, en fait, pour gérer ça, on a 2 entités juridiques différentes. On a une copropriété tout à fait normale où les charges sont payées au tantième en fonction de la superficie des appartements. Et par ailleurs, on a ce qu'on appelle une ASN, une association syndicale libre, qui elle va gérer les parties mutualisées. Le jardin, un toit terrasse, la salle mutualisée, la buanderie. Et là, par contre, comme chaque foyer a le même usage potentiel de ces lieux-là, les charges sont payées par foyer, en fait. Ce sont les mêmes pour chaque foyer. D'accord. Sonia Tébessi, donc là, le fonctionnement de la ruche, on voit bien comment ça se passe. Hein, mais vous, par exemple, vous avez aussi un cahier des charges, donc il y a parfois des difficultés, des déceptions, des gens qui auront le contrat, qui partent avant parce que la cohabitation ne se fait pas bien. C'est arrivé, oui, bien sûr. La nature humaine fait qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. C'est arrivé. Alors, quand on arrive sur la terrasse du patio, puisque le co-living s'appelle la terrasse du patio Bousca, on signe un contrat de sous-location. Et si on veut partir, on me prévient par mail 1 mois avant. Donc, et j'organise le départ simplement. Donc, il n'y a pas de... Oui, les gens se projettent souvent pour 6 mois, 1 an. Et puis au bout de 4-5 mois, ils ont trouvé une autre solution ou leur vie a changé. Et du coup, oui, ça peut arriver. Il n'y a pas de vraie projection en moyenne. J'ai constaté que les colocs, comme je les appelle, restent 5 mois. Au bout de 5 mois, ils ont une solution un peu plus pérenne ou s'installent... trouvent un logement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'offre que je propose aujourd'hui, c'est un tremplin. C'est un tremplin pour des personnes qui arrivent à Bordeaux, pour la plupart, qui ne connaissent pas la ville, qui ne connaissent pas la métropole, et donc arrivent par le biais du travail. Il y a beaucoup d'étrangers ou c'est des... Non. J'ai eu une fois un jeune Américain de la banlieue de San Francisco qui a signé un contrat avec l'Éducation nationale sur une période de 10 mois. Donc il est resté effectivement 10 mois au co-living, mais ça a été la seule fois. Sinon, c'est des gens en transition professionnelle. Donc, ouais. Alexandre Kramp, vous disiez tout à l'heure, on parlait justement de nos pays voisins, on pourrait citer l'Allemagne, où effectivement ce sont des concepts un peu plus présents. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas assez porteur de projets sur le plan politique en France? Non, il y a une volonté politique, mais il y a une façon de vivre qui est un peu différente de la nôtre aussi. C'est que voilà, une culture qui est complètement différente. Et eux, effectivement, dans beaucoup d'opérations de logement, les espaces mutualisés, comme on le présente dans l'habitat participatif, eux sont de base livrés avec les logements. Ils ont souvent à disposition sur une opération classique de logement une salle commune ou un local vélo qui peut être un atelier. Donc ils sont déjà, enfin c'est pas qu'ils sont plus loin dans la démarche, mais c'est acquis au niveau de de la production du logement. Il y a souvent ces espaces réservés à l'échelle du collectif. Donc c'est de l'habitat participatif de fait, bien que ça soit monnaie courante finalement chez eux, alors que nous en France on est encore un petit peu au démarrage. Voilà, la ruche, c'est la première opération qui sortait en Gironde il y a 3 ans. Il commence à y en avoir sur Bordeaux Métropole, qui commence à sortir sur d'autres communes. Voilà, on est un peu en retard, mais en même temps, elle s'adapte aussi à notre mode de fonctionnement. Alors la ruche, comme le disait Alexandre, ça fait école. En tous les cas, on observe un peu cette expérience. Vous êtes propriétaire. Si demain vous voulez partir, il faut trouver quelqu'un qui rentre dans le concept, au fond. Alors, effectivement, c'est sujet intéressant. C'est une sujet question, effectivement, parce que on est en accession sociale de la propriété. C'est-à-dire que pour revendre, nous avons quand même des contraintes.
on ne peut pas faire de plus-value dans les 10 ans qui suit notre on a une clause comme ça de non-spéculation, par exemple. Qu'il y a des exceptions, hein, bien entendu, hein, si on trouve un travail, si on a des enfants. Mais par contre, si une personne veut vendre son appartement, elle doit présenter son acquéreur à la cooptation des autres habitants. Il faut être coopté. Faut être coopté pour s'assurer que la personne est bien dans l'état d'esprit qu'il a envie d'un minimum de partage. Et le cas s'est présenté jusqu'à présent 2 fois. Il y a 2 personnes là qui sont parties de la ruche pour diverses raisons. Parce que ils avaient trouvé quelqu'un d'autre et ils ont été voir un petit peu plus loin. Et effectivement, du coup, on a trouvé deux acquéreurs qui sont venus faire les réunions avec nous, voir un petit peu comment ça se passait, quelle était l'ambiance. On les a un petit peu questionnés. Et puis, il s'avère qu'en fait, les personnes qui s'intéressent à ce type d'habitat, elles sont dans le bon état d'esprit a priori, si je puis dire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Alors Sonia Tébessy, il nous reste 2 minutes, ou 1 minute, un peu plus d'1 minute. Vous avez d'autres projets de ce style après le patio vous voyez plus grand Je viens tout juste d'avoir la livraison de 400 mètres carrés supplémentaires dans l'espace de coworking. Donc on va déjà profiter de ce nouveau lieu qui s'est agrandi. J'ai des idées, mais Vous ne voulez pas le dire, c'est secret. Vous ne voulez pas dire, vous voyez, la concurrence de M. Guéréchi, vous pourrez le prendre. Je reviendrai. C'est ça. Il vous écoute. Hein. M. Guéréchi, oui, alors les projets, ça y est, ça se multiplie. On fait aussi une tendance sur laquelle on compte aujourd'hui quand on est comme vous du métier. Oui, avec Colloque Prestige, on essaie de rechercher encore des lieux. Pour l'instant, sur la couronne bordelaise, sur Bordeaux. Et aujourd'hui, nous avons donc 35 Oliver par bloc de 14. Et en effet, on va essayer de rechercher d'autres lieux pour pouvoir recréer cette dynamique. Allez, même chose Alexandre Cramp, vous avez un projet en cours là, quelque chose que vous ne voulez pas dire mais que vous allez nous dire? Non, en habitat participatif, on en a effectivement un sur la Réole, on en a un autre sur Bègle et un sur Bordeaux sur le quartier Brazza. Et après, le but, c'est d'en parler autour de nous. Les habitants de la ruche font la même chose. C'est un bâtiment qui est très largement visité régulièrement, que ce soit par des politiques, par des associations. Donc on essaie aussi de montrer que c'est possible et que c'est accessible à tout le monde. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir fait part de votre expérience et merci surtout aussi, Jérôme, de nous avoir parlé de votre quotidien dans cette résidence La Ruche. Restez fidèles au Débat Doc de Noah. À bientôt.